Fellow Cameroonians, my dear compatriots, the year 2017, now drawing to an end, has been one of the most challenging our country and our people have experienced in decades. The rampant impoverishment of the overwhelming majority of Cameroonians is further compounded by a budgetary crisis that was foreseeable and by an unprecedented political crisis that henceforth involves the very survival of our country as a united nation rich in its cultural diversity inherited from colonization. In short, the Cameroonian nation finds itself in a critical situation at the eve of an electoral year that is crucial for its future. President Paul Biya inherited from its predecessor, Amadou Ahidjo, in November 1982, a peaceful, stable, and prosperous country in which, after bloody nationalist fights, we were henceforth looking forward to an overall development that could drive the improvement of population's standard of living. During the 35 years in power, Mr. Biya, the CPDM and its regime have, through their irresponsible and inconsequent management, destroyed the achievements of the past, starting from the national unity and the living together. They have transformed the country into a zone of chronic insecurity, assumed tribalism and ethnic hatred. President Biya and the CPDM have spent more than 3 decades spelling peace to Cameroonians, while they themselves has never been peace builders. They don't have anything to offer anymore now that they have plunged the country into civil war after having decided to wage a war that was not necessarily a Cameroon war against Boko Haram. It is now clear to each Cameroonian citizen it is neither the president nor his regime that can preserve the unity of this country and the national harmony. Like most of his statements, especially rigor and moralization, President Biya spoke of national integration without believing in it. More than ever, the country is divided and the defense of its territorial integrity saw the help of a neighboring country in the last few years. This nation could not be humiliated so much. A nation that was the dominant force of Central Africa is henceforth doomed to looking back on its past glory with nostalgia. Those responsible for this nation drama are alive, and the Cameroonians people must neither forget nor accept that they hide behind the unacceptable formula, we are all responsible. Cameroon Renaissance Movement militants and sympathizers will forever be grateful for the sacrifices made by our brave defense forces and the courageous populations of the far north to make sure the Republic stands firm against the terrorists of the Boko Haram sect. It should be recalled that those sacrifices and suffering of soldiers and populations are the dramatic consequences of a serious political mistake made by the regime, which for 35 years has chosen to abandon to diverse predators entire parts of the national territory and the populations that live therein. In fact, busy as it was to protect itself against the people, Mr. Biya's regime forgot that the country has borders that needed to be protected. Preferring political corruption to far-sighted and responsible management of the northern part of the country, the regime placed all its bets on the elite that
is indeed under its influence. These CPDM elite specialized in the fabrication of electoral results that are totally unrelated to local political realities. They use and abuse diverse forms of terror to subjugate the population of those parts of the country. With their support, President Biya has patiently and cynically built a breeding ground for insecurity that the Boko Haram terrorists have just been exploiting. To the brave populations of the northern part of the country, where famine threatens close to 3 million of our compatriots, and particularly the stricken population of the far north, to soldiers who, at the expenses of their lives, have so far preserved the integrity of the national territory against those barbarous and modern time, the CRM and myself extend our eternal gratitude, our solidarity, and our renewed encouragement. My dear compatriots, while the country was still after the Boko Haram terrorists in the far north, the Anglophone question dealt with in the CRM vision for Cameroon since its creation in 2012 has raucously forced its way into the national political agenda from October-November 2016. The denial of the government, followed by its arrogance, by the excessive use of force, judicial terror, mass punitive military operations with ensuing massacres of unarmed populations, have succeeded in transforming legitimate political and social grievances of the northwest and southwest population into revolt against the regime and finally into a civil war. I reiterate my absolute condemnation and that of the Cameroon Renaissance Movement of any secession project in Cameroon. Likewise, I condemned violence in all its terms and all its forms, be it the violence by armed and security forces against unarmed populations, even if the latter will express political demands, or the violence by members of secessionist groups that either target soldiers fulfilling their mission of security and protection of the integrity of the national territory, or populations and leaders who reject extremism. At the CRM, we cannot help feeling that a political agenda is hidden behind the civil war that President Biya has succeeded in imposing on the Cameroonian people, notwithstanding the well-meant and patriotic advice that we gave him, both publicly and informally. Advice from many other national political actors, from friendly countries of Cameroon, and from diverse international organizations, especially the United Nations. In fact, any attentive observer is, to say the least, disturbed by the essentially warlike attitude of the President of the Republic and his government in a purely political matter which, on top of that, is in fact just the consequence of his willful and irresponsible refusal to implement regionalism inscribed in our Constitution of 18 January 1996. At a time when the National Army is already battling at the far north front with a grueling human, economic and financial cost for the country, when 6 of the 10 regions of the country are fiscally stricken, when Cameroon has gone back to the IMF, International Monetary Fund, and at the beginning of a 2018 long election year with important financial commitments, one wonders why the President of the Republic
could tip the country into a civil war if it is not because he has chosen the politics of chaos in order to hold into power, or because he is no longer clear-minded to govern the country. The result is or will be the same in either case, a disaster for Cameroon. Whatever we will see in the near future as regards this illogical will of the regime to quell the flames of civil war in the two Anglophone regions of the country, the Cameroon Renaissance Movement once more reiterates its categorical stance against the shift in electoral calendar, no matter the reason. A wanted war provoked and fueled by the regime, which fears to defend its records of 35 years of unchallenged rule, coupled with its recurring mistakes against the people that is now ready to shake off the yoke of dictatorship, could not in any case be invoked to justify the total or partial postponement of the elections scheduled for 2018. That being said, no matter the numerous lives of soldiers and civilians needlessly sacrificed and the atrocious suffering imposed on the peaceful populations of Northwest and Southwest by excessive militarization and measures of administrative terror, it is still possible to save the peace. For this to happen, as we have continuously proposed to the government, it is imperative and urgent to organize in sincere national dialogue to thoroughly solve the Anglophone problem. At the same time, we need to look into political, institutional, and electoral reforms that are henceforth unavoidable, given the general situation of the country and the risk of generalized crisis that could emerge with the upcoming elections based on an electoral code conducive to massive fraud and change of results. This dialogue must precede it by some prior actions on the part of the regime. Release of persons detained and prosecuted under the Anglophone crisis. Return of the refugees, which reliable sources estimate to be in the thousands. An address by President Biya to our Anglophone compatriots in relation to the humiliation that have been unjustly imposed on them since November 2016. A visit of the President of the Republic in the two regions, during which he will, if only as a matter of form, discuss with Anglophone compatriots in English their grievances and their unhappiness, as they have, without discrimination, endured all sorts of insults, terrorists, dogs, bandits, etc., from important personalities of the regime. And those personalities have never been at least called to order. If he was not capable of conducting such a linguistic and political exercise, he will not only justify by himself the Anglophone demands, but he will disqualify himself from the presidential functions in a country where populations have just braved their usual fears to demand to live in full bilingualism as inscribed in the Constitution, and their double culture inherited from history. His recent speech, given entirely in French, to address the Secretary General of the Commonwealth speaks volumes on his will to negate the colonial biculturalism. Nevertheless, we encourage him to undertake
with respect to our Anglophone compatriots this responsible approach. It is admittedly incompatible with his political management based on arrogance, contempt, complacency towards those he nonetheless gets his legitimacy from. But in the critical situation he and his supporters have plundered the country, there is no other viable solution. Mes chers compatriotes, le 2 juin 2017, notre pays a été mis une fois de plus au devant de la scène à la suite d'une nouvelle tragédie, l'assassinat noyade de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia à l'âge de 58 ans. Comme souvent par le passé, notre révolte est restée muette face à ces actes inqualifiables du régime RDPC et ses pratiques ténébreuses. Que la lumière ne soit pas faite à ce jour sur cette mort choquante, comme après les monstrueuses affaires d'assassinat de plusieurs évêques, prêtres et religieuses de l'Église catholique au Cameroun, le meurtre rituel du jeune Narcisse Ndiomopokam en plein jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé en 2006, ou le vol du nourrisson de Vanessa Tchatchou survenu en 2011, tout cela, dis-je, renseigne à suffisance sur le degré de pourrissement moral du régime qui nous gouverne. Un an après le désastre des ECA, du 21 octobre 2016, la douleur des familles et amis des victimes demeure profonde et à vrai dire, le peuple camerounais tout entier reste bouleversé dans son silence. Que ceux qui gouvernent le pays fassent preuve de compassion et donnent des réponses aux familles qui, comme celle de cet avocat, cherchant désespérément son épouse notaire disparue dans ce drame, ou qui attendent d'être fixés pour faire le travail de deuil. Un pouvoir ne peut montrer autant de légèreté et d'indifférence devant tant de malheurs et de souffrances des populations dont il a la charge. Chacun de nous doit former dans son cœur la résolution de mettre un terme à un tel régime à l'occasion des échéances électorales à venir, car nul n'est à l'abri de telles dérives meurtrières. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, la situation du pays est, il faut le dire, désastreuse. Je n'ai pas, et vous le savez, l'habitude d'un vocabulaire excessif, mais je me dois de vous présenter la réalité. Entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, le gouvernement a placé à nouveau notre pays sous les fourches caudines du Fonds monétaire international, FMI. Malgré diverses dénégations, si l'économie camerounaise n'est pas encore techniquement entrée en récession, l'État, quant à lui, est menacé de faillite. Il s'agit d'un retour à la case de départ. On se souvient que 5 ans seulement après l'accession au pouvoir du président Biya, il s'était tourné vers le FMI alors qu'il venait d'hériter d'un pays prospère, aux finances saines et abondantes. Les Camerounais ont consenti plus de 20 ans de sacrifices pour sortir de l'ajustement structurel. Mais à peine sortis d'un tunnel dont on leur avait annoncé le bout pendant plusieurs années, le gouvernement est retombé dans la gabegie. Un endettement massif pour financer des projets mal étudiés, surfacturés et à l'efficience douteuse. À cela s'ajoutent des errements de politique économique. Et le même président Biya a placé une deuxième fois le Cameroun sous la tutelle financière du FMI. La boucle est donc bouclée. Un tel échec dans la gestion de l'économie est rare sous un même président de la République. La conclusion d'une analyse objective de la politique et de la conduite économique de ce régime est désormais une évidence partagée. Le slogan « Émergence en 2035 » est mort de sa belle mort, parce que depuis le début, un tel objectif était hors de portée de ce gouvernement qui n'a jamais atteint une seule fois en 7 ans
le taux de croissance qu'il s'était lui-même fixé dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE, censé nous mener à ce paradis. De fait, avec un taux de croissance d'environ 4% en 2017, inférieur à celui de 2016, dans une tendance durablement baissière, l'économie camerounaise piétine, tandis que la pauvreté et la précarité s'intensifient et se répandent. Le miroir aux alouettes des fameux projets structurants, baptisés vaniteusement les grandes réalisations, a cessé de faire illusion. Engagés près de 3 décennies sans investissement du renouveau dans les secteurs concernés, ils sont une collection d'échecs. Tenez, le barrage de Mékine, dont la conception a été ratée, n'est toujours pas fonctionnel. Et on se demande d'ailleurs en quoi c'est un projet structurant. Le barrage de Memvele, construit sans raccordement au pôle de consommation, est perdu au milieu de nulle part et produira en tout état de cause une énergie hors de prix. Le barrage de Lompangar, qui n'a fait l'objet que d'une mise en eau partielle, tarde à produire les effets escomptés sur la production de l'énergie dans notre pays puisque les coupures d'électricité ne cessent de s'accentuer. Le port en eau profonde de Kribi, un éléphant blanc estimé à quelques 800 milliards de francs CFA, n'est toujours pas opérationnel pour la partie dite achevée et sera surdimensionné lorsqu'il sera complètement terminé, puisque prévu pour traiter 100 millions de tonnes, alors que de grands ports africains comme Tanger Med au Maroc et Abidjan en Côte d'Ivoire traitent respectivement 45 millions et 25 millions de tonnes. La construction de l'autoroute Simalène-Yaoundé, sur une distance d'à peine 15 km, est à la peine. Quant à l'autoroute Yaoundé-Douala, elle est abandonnée. Non seulement les 60 premiers kilomètres, annoncés depuis des lustres, ne sont pas achevés, mais ils commencent et se terminent au milieu de nulle part, en pleine forêt. Bien plus grave, sa construction bat le record des prix, car elle coûte 7 milliards de francs CFA par kilomètre, alors que le kilomètre ne devrait pas dépasser les 2 milliards. Sur le plan social, malgré la propagande gouvernementale, les principaux indicateurs du niveau de vie des Camerounais montrent une forte régression d'ensemble. À l'échéance butoir de 2015, le pays n'avait atteint que 2 des 17 cibles des objectifs du développement durable ODD. Et à l'échéance de 2020, on espère au mieux l'atteinte de la moitié de ces cibles. Suivant les données de l'Institut national de la statistique, le régime actuel a produit environ 2 500 000 pauvres en plus depuis 1987. Le nombre total des pauvres atteint 8,1 millions de personnes. La région la plus touchée du pays étant l'extrême nord, où la pauvreté atteint 74% de la population. L'espérance de vie est en recul et est estimée à 56 ans. Le sous-emploi atteint 70% de la population en âge de travailler. Le secteur informel, avec une faible productivité, occupe près de 90% des travailleurs. Dans le domaine de la santé, notre pays enregistre environ 600 décès pour 100 000 naissances, alors que des pays bien moins nantis font nettement mieux, notamment 550 pour le Niger, 345 pour le Burkina Faso, 45 pour le Cap-Vert. À peine 3 naissances sur 5 dans notre pays sont assistées par un personnel qualifié, alors qu'on en est à plus de 4 sur 5 dans la plupart des pays du monde. 2 Camerounais sur 100 seulement bénéficient d'une assurance maladie. Le nombre de personnes ayant un accès à une eau consommable est dérisoire. Le nombre total d'abonnés à l'eau potable était de 500 000 en 2016, alors qu'il est
de plus de 700 000 dans un pays comme le Sénégal, qui a un tiers moins de population que le Cameroun. S'agissant des logements, le déficit est abyssal. On l'évalue à 1 500 000 unités, cependant que la Société immobilière du Cameroun, SIC, n'a produit que 14 000 logements en 65 ans, soit en moyenne 215 logements seulement par an. Mes chers compatriotes, avant l'avènement du régime dit du renouveau, le concours d'entrée dans les grandes écoles ouvrant la voie à la fonction publique et les recrutements au sein des administrations publiques et parapubliques n'étaient certes pas parfaits, mais ils remplissaient pleinement une fonction essentielle dans la construction du sentiment national, de la cohésion sociale, d'enracinement du culte de l'excellence dans l'esprit des jeunes Camerounais. Ils jouaient en outre le rôle crucial d'ascenseur social qui permettait aux enfants issus de familles modestes de se hisser par leurs efforts et leurs mérites dans les sphères élevées de l'administration, rendant ainsi possible la matérialisation pour tous du grand rêve républicain. C'est ce système de sélection qui a permis à de nombreux dignitaires de ce pays, et même du régime actuel, de s'élever au rang social qu'ils occupent aujourd'hui. Mais après avoir traversé la rivière, ils ont cassé le pont derrière eux. Le régime Biya-RDPC a tué ce rêve. Désormais, un jeune Camerounais ne peut entrer à l'ENAM, l'IRIC, aux écoles normales, aux facultés de médecine, à l'école de police, à l'EMIA, aux écoles polytechniques et j'en passe, que s'il porte certains patronymes, ou s'il a de l'argent pour s'acheter son succès, ou s'il est le protégé d'une personnalité du RDPC. Les concours sont organisés pour la forme, les résultats étant connus à l'avance. Les dynasties administratives s'organisent. En effet, sans aucune gêne, ceux qui gèrent le pays sous ce régime mesurent désormais leur puissance politique au nombre de leurs progénitures et aux autres membres de leur famille qu'ils font inscrire comme admis au concours d'entrée dans les principales grandes écoles donnant accès à la haute administration. La relève dynastique est donc assurée. En somme, la corruption généralisée du régime a détruit le système éducatif camerounais, en particulier son système universitaire public, qui était l'un des plus performants et des plus respectés en Afrique, toutes régions confondues. Or, si l'on veut détruire un pays, il n'y a pas meilleur moyen de le faire que de détruire son système éducatif. Le recrutement et la promotion des enseignants des universités ont suivi la même pente. Il faut vraiment détester son pays pour laisser prospérer de telles pratiques, qui se déroulent au-dessus des autorités et dans l'impunité totale. Comme de toutes les formes de corruption qui gangrènent mortellement notre pays, le MRC s'engage à purger la société camerounaise de ce mal qui le mine depuis des décennies, si le peuple camerounais le portait au pouvoir à l'occasion des prochaines consultations électorales. Mes chers compatriotes, lors de son adresse à la jeunesse camerounaise, le 10 février 2016, le président de la République, Paul Biya, avait dévoilé le projet « Un étudiant, un ordinateur » qu'il inscrivait alors dans le cadre du plan spécial jeune. Dans le sillage de l'annonce présidentielle, le ministre de l'Enseignement supérieur annonçait que le gouvernement allait offrir aux étudiants des universités d'État et institutions privées d'enseignement supérieur inscrits au cours de l'année académique 2016-2017 500 000 ordinateurs. Ce n'est pas le lieu de s'attarder sur les pratiques délictueuses mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités d'État pour extorquer les fonds aux instituts privés d'enseignement supérieur dans cette opération, ni de s'interroger sur les critères qui seront finalement appliqués pour la sélection des étudiants bénéficiaires, eu égard au retard pris
dans la livraison des ordinateurs, dont les premiers ne sont arrivés au Cameroun que le 22 décembre 2017, alors que les derniers sont annoncés pour juin 2018. Ce n'est pas non plus le lieu de s'attarder sur les conditions de passation de cet important marché public, initialement annoncé pour 75 milliards de francs CFA, mais qui, au prix unitaire de 300 000 francs, révélé par le ministre de l'Enseignement supérieur le 26 décembre 2017, devrait finalement faire de l'ordinateur Paul Biya probablement l'un des jouets électroniques les plus chers au monde. En effet, au prix unitaire officiel, le coût total de 500 000 ordinateurs s'élèverait alors à 150 milliards. À ce montant exorbitant, il faudra intégrer la rallonge pour l'équipement par Microsoft du système d'exploitation Windows 10, les frais de transport et les intérêts à payer à Exim Bank China. Au final, ces ordinateurs, ridiculement baptisés Paul Biya Higher Education Vision, coûteront donc près de 200 milliards au peuple camerounais. Ils sont achetés à crédit alors que le gouvernement fête la signature d'une humiliante convention de déblocage d'un prêt budgétaire de 112,83 milliards avec la Banque mondiale, négocié péniblement depuis un an. L'idée même de faire fabriquer à l'étranger, avec un prêt dont les termes sont occultes, des ordinateurs pour offrir à des étudiants inscrits au cours de la seule année académique 2017-2018 et non plus 2016-2017, consacre le manque de patriotisme du régime du renouveau, son incapacité à diagnostiquer puis à proposer des solutions aux problèmes sérieux de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, après les étudiants inscrits pour l'année académique 2017-2018, ceux qui suivent sont d'office exclus de la vision pour l'enseignement supérieur du candidat Paul Biya, à supposer qu'il en est une. Comment ne pas relever que les étudiants qui reçoivent aujourd'hui joyeusement, avec 2 ans de retard, les fameux ordinateurs de marque Paul Biya sont les chômeurs de demain qui prendront, faute d'opportunités d'emploi, le sinistre chemin de l'émigration qui mène en Europe en passant par la Libye. Ils se jetteront, comme d'autres jeunes avant eux, dans l'aventure du désespoir où, malheureusement, certains finiront égorgés après que leurs familles ont été rançonnées et d'autres seront vendus ou traités comme des esclaves sous l'œil des caméras. Le constat est clair. En fait, les ordinateurs Paul Biya ne s'inscrivent pas dans une vision d'homme d'État, soucieux de s'appuyer sur une réforme pensée de l'enseignement supérieur pour arrimer son pays à la modernité, grâce notamment à la facilitation de l'accès de la jeunesse camerounaise aux technologies de l'information et de la communication. Il participe simplement d'une grossière et maladroite opération de marketing politique liée au lancement de sa campagne électorale. Ce triste constat ne peut laisser indifférents les citoyens de ce pays, en particulier sa jeunesse estudiantine, au nom de laquelle s'organise cette piteuse mascarade qui cache mal une vaste escroquerie. Car en fait d'ordinateurs annoncés, ce sont des jouets électroniques qui sont distribués à ceux qui seront élus pour ce don sur fonds publics du candidat Paul Biya. Un don sur prêt qui coûtera très cher aux contribuables camerounais et contribuera à alourdir l'endettement du pays. Cette triste farce des ordinateurs Paul Biya est la preuve de l'antipatriotisme économique de M. Biya, du RDPC et du régime du renouveau. Car dans un pays comme le Cameroun où le chômage est désormais un facteur d'insécurité grave, qui fournit notamment les rangs de la secte terroriste Boko Haram, une cause de désespérance qui alimente la crise anglophone et l'immigration suicide de la jeunesse, importer 500 000 ordinateurs est l'expression manifeste d'un manque de vision d'avenir pour le pays. En dotant le pays d'usines
pour assembler ces ordinateurs, à défaut de les fabriquer. Le président de la République aurait permis au Cameroun d'accroître sa maîtrise de la technologie dans ce domaine et d'assurer l'approvisionnement des générations actuelles et futures d'étudiants camerounais en équipements informatiques de tout genre. L'implantation de telles usines au Cameroun aurait évité à tout gouvernement responsable, patriotique, soucieux de l'emploi, en particulier celui des jeunes, de transformer le fameux plan spécial jeunes en une source d'enrichissement de l'industrie chinoise et de création d'emplois pour les travailleurs chinois. En définitive, les ordinateurs Paul Biya sont la preuve que M. Biya, le RDPC et son régime n'aiment pas la jeunesse camerounaise, mais uniquement ce qu'ils peuvent tirer de cette jeunesse, à savoir l'instrumentaliser pour se maintenir au pouvoir et poursuivre leur enrichissement scandaleux et sans limite. On ne peut comprendre autrement une opération annoncée dans le cadre d'un plan spécial jeune initié par le chef de l'État qui se transforme en une opération personnalisée du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. La ficelle est grosse et le peuple camerounais n'est pas dupe. C'est le lieu d'élever une condamnation ferme de ce financement de la campagne de M. Biya par l'endettement public. Le tribunal criminel spécial, TCS, doit donc suivre avec une attention particulière ce qui apparaît comme un détournement des deniers publics d'environ 200 milliards sous réserve d'autres surprises à venir par le candidat naturel du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Cette opération menée en collaboration avec la Chine me donne l'occasion de dénoncer les ingérences insidieuses des puissances étrangères, dont celle de ce pays, et ce depuis plusieurs années déjà, dans la politique intérieure de notre pays. La collusion entre le gouvernement chinois et le régime RDPC contre les intérêts du peuple camerounais, se traduisant par des dons chinois récurrents de toutes sortes à ce parti, doit cesser. Elle est contraire aux lois de notre pays et ne va pas dans le sens des intérêts bien compris de la Chine au Cameroun. Mes chers compatriotes, l'année 2018 sera une année importante en raison des défis que nous lance la situation sécuritaire, économique, politique et sociale du Cameroun. C'est surtout une année électorale cruciale pour l'avenir de notre cher pays. Le MRC est né sur le constat de la difficulté de l'opposition, pourtant sociologiquement majoritaire dans le pays, à s'unir face à ce pouvoir qui a capturé l'État. Aussi, notre parti a-t-il fondé sa stratégie sur l'union de toutes les forces réformatrices et du changement. Dans cette perspective unitaire, en 2015, notre parti a fait une offre politique écrite et personnalisée aux partis politiques et aux organisations de la société civile pour la mise en place d'un secrétariat technique commun chargé de travailler à la promotion des mesures consensuelles pour l'amélioration du code électoral dont le double scrutin du 29 septembre 2013 a montré les graves lacunes. Ces organisations n'ont même pas jugé utile d'accuser réception des correspondances à elles adressées, bien que notre démarche fût empreinte d'humilité. L'avenir du Cameroun et de notre peuple nous interpelle et doit être placé au-dessus de tout orgueil personnel. C'est pour cela que, surmontant l'indifférence des principaux leaders politiques de notre pays à nos démarches d'union, je vais engager, dans les semaines qui viennent, une campagne nationale de sensibilisation de ces derniers sur l'urgence de la mutualisation de nos forces afin d'offrir aux Camerounais l'alternance politique qu'ils attendent depuis bientôt 40 ans. Dans ce cadre, dès à présent, je vais aller à la rencontre des dirigeants des partis politiques de l'opposition, peu importe où ils veulent bien m'accorder une audience. Je vais aussi prendre langue notamment des personnalités politiques importantes qui n'ont pas une affiliation partisane connue.
les leaders anglophones républicains, les responsables des organisations de la diaspora camerounaise, dans le cadre d'une démarche de large ouverture. La situation critique de notre pays impose une capitalisation et une mutualisation de toutes les volontés et de toutes les expériences. Aussi me semble-t-il nécessaire de solliciter, malgré leur situation actuelle de détenus, l'expérience et les idées de personnalités importantes telles que l'ancien Premier ministre, les anciens ministres d'État secrétaires généraux à la présidence de la République et bien d'autres anciens ministres et personnalités d'une telle expérience. Suivant la même démarche, j'irai à la rencontre du monde de l'entreprise, des différentes corporations professionnelles, afin qu'ensemble, nous fassions cause commune pour lever le souffle de l'espoir sur notre pays. Au sein du parti au pouvoir, nombreux sont les patriotes, réformistes et notamment les cadres qui, faute de pouvoir mettre leurs idées et talents au service de notre pays, souffrent en silence devant les résultats politiques, sociaux, économiques et sécuritaires médiocres du régime depuis bientôt 40 ans. À ces patriotes habités par le souci du redressement national, à ces cadres qui sont marginalisés par les va-t-en-guerre du régime pour leur lucidité, le MRC leur tend la main pour une synergie des idées et des efforts bénéfiques pour notre peuple. Parallèlement à cette démarche inclusive de mutualisation constructive des idées et des efforts salvateurs pour notre pays, le MRC continuera d'animer sous diverses formes sa revendication pour la révision consensuelle du code électoral, indispensable pour prémunir notre pays des contestations des résultats électoraux. Mes chers compatriotes, au moment où le candidat naturel du RDPC lance sa campagne pour l'élection présidentielle de 2018, je me sens le devoir patriotique d'en appeler à votre vigilance et à votre ultime détermination pour mettre un terme à l'aventure tragique de ce président et de son régime de souffrance et de malheur qui ont détruit méthodiquement l'héritage économique et social florissant légué par son prédécesseur, anéanti nos rêves de développement, abaissé le Cameroun et son peuple talentueux, laborieux, digne et fier au rang d'une nation quelconque, sans relief, qui ne compte plus en Afrique et à plus forte raison dans le monde. Cet éternel candidat, qui veut être un président éternel, n'est finalement en action que lors de la campagne électorale et encore seulement en photo, à travers ses créatures et autres captifs de toutes sortes. Il est donc en route pour 2018 pour un mandat supplémentaire qui devrait lui permettre de totaliser à quelques années près un demi-siècle à la tête de l'État. Dear compatriots, I know you are tired of this old regime that can no longer offer much to you or to your children after 35 years of failures. So, I now invite you to make a firm resolution that it is not with you, with your vote, that Cameroon will become the laughing stock of Africa and the world in 2018. The key to change in our country are the voters' card and the vote. They are powerful tools for expressing our common will to turn the page of 35 years of rampant dictatorship, of nation deconstruction, and of economic and social collapse. Those of our compatriots who have not yet done so should rush to the electoral branches in their areas as from the 2nd of January 2018 to register on electoral list. It is the last opportunity that is offered to them before next year's elections. I count on their sense of patriotic duty
to give themselves the means to participate in the first great democratic revolution that will take place in our country in 2018. Because with their vote, we will free Cameroon from this regime that has been destroying it, so that we could build a nation that will be supportive and attentive to the poorest, cohesive through living together, built on a sincere dialogue, and resolutely placed in the orbit of modernity. Camerounaises, Camerounais, au moment de vous quitter, je voudrais vous dire qu'un brillant avenir s'ouvre devant notre cher et beau pays, avec le changement attendu l'année prochaine. Vous vivrez dans un pays où l'on chérit la concorde et la confiance entre Camerounais, où l'ambition patriotique de construire une nation apaisée et rassemblée, prospère et juste, moderne et puissante, portée par la maîtrise technologique, guide l'action de l'État. Vous pouvez compter sur moi pour que nous la bâtissions ensemble. C'est sur cet engagement que je souhaite à chacun de vous individuellement une bonne et heureuse année 2018. Long live Cameroun, vive le Cameroun.